complète, businesswoman, belle, dynamique, elle va toujours plus loin, toujours plus haut, et en plus elle est très sympa. J'ai nommé Ophélie Winter, que je vous demande d'applaudir. Bonsoir Ophélie, bienvenue sur le plateau. Ça va, hein? Vous êtes fan? Il est galant, Henri-Jean. Quelle classe. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes une artiste complète, vous avez un physique de top modèle, vous avez une voix de chanteuse américaine. On va parler tout à l'heure de votre dernier film avec Jean-Marc Barr. Nous, on voudrait revenir un peu à la genèse. Comment est-ce que vous avez démarré? Parce que ça a démarré très jeune pour vous. À quel âge? J'ai commencé à 6 ans. J'ai fait un premier disque, mais c'était vraiment une expérience pour rigoler. Et je faisais un duo avec un petit garçon. On était Bob et Ophélie, on chantait la chanson des klaxons. Et je suis allée au Zénith quand même chanter cette chanson. Donc c'était quand même une première expérience assez flippante. Ensuite, j'en ai fait un autre à 12 ans. Poil de carotte. Poil de carotte, qui est encore mieux dans le style. C'était quoi la chanson? Ah non? Non, non. Vous pouvez essayer là, qui mention a cappella? Non, non, ça c'est même pas chantable, donc c'est pas possible. Mais c'est bien parce que ça m'a tellement mis la rage et ça m'a tellement frustrée. Mais c'était un hasard ou vous aviez déjà vraiment envie? Non, à j'avais envie, mais j'ai carrément. demandé à ma mère, t'as les amis producteurs, essaie de me faire un truc, déjà à 6 ans, de les amis producteurs et tout. Et en fait, ça m'a frustrée parce que je faisais les choses et j'étais consciente que c'était pas bien. Donc ça m'a mis la rage et ça m'a boostée pour faire des choses bien plus tard. Et je disais à mes copines qui, à l'époque, à l'école, sont très cruelles quand on est gamin et qui me charriaient tout le temps, je leur disais, mais un jour, vous verrez, je ferai un disque bien et tout, et puis je serai connue et tout. Bah, ça a bien marché. Et je me suis bien vengée, voilà. Eh bien, très bien. Aux États-Unis, on commence aussi très très tôt. Regardez ça. Ophélie, votre agent, c'est votre maman. Oui. Alors, c'est bien de travailler en famille ou c'était le seul moyen de ne pas se faire arnaquer par des agents un peu requins? Bah, c'est un peu les deux, quoi. C'est que je suis tombée dans pratiquement tous les pièges du show business en 2 ans et demi. Donc, pour éviter que ça se reproduise, j'ai demandé à ma mère de bosser avec moi. Et puis, ça se passe très bien. Comme en plus, on a les mêmes intérêts. Je sais qu'elle ne va pas me voler d'argent. Elle est elle veille au grain. Et on s'entend bien. On a des rapports de copines. Et c'est quand même super agréable de pouvoir avoir ça avec sa mère, quoi. Alors, vous avez travaillé aussi avec votre frère, ouais. qui est compositeur, mais également chanteur. Donc, que représente la famille pour vous, vraiment? Bah, c'est tout ce que j'ai. On est 3, j'ai pas eu de père, j'ai pas beaucoup de grands-pères, enfin j'ai pas beaucoup de famille, donc c'est mon frère et ma mère uniquement. Et il nous est arrivé un nombre de galères incroyables, donc on a toujours été très soudés, très proches les uns des autres à s'aider. Et quand il y en a un qui est dépressif, c'est les autres qui vont s'occuper de lui. Enfin, on est un vrai clan, quoi. Et rien ne nous sépare, il n'y a pas un mec ou une nana, c'est toujours nous d'abord, quoi. Et moi, j'ai commencé la première à travailler en me disant, maintenant ma mère, ça fait 25 ans qu'elle se crève pour nous nourrir et pour nous faire vivre bien. Donc maintenant, c'est normal que je rende ce qu'elle m'a donné. Je vais partir travailler. À 17 ans, je suis partie. J'ai mis mes affaires dans les sacs poubelles, dans le fond de ma Golf pourrie. Et j'ai habité dans ma voiture pendant 2 semaines jusqu'à ce que je trouve un appart et du boulot et tout. Et mon rêve, c'est d'offrir un château pour ma mère. Bah, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. J'espère. Hein? Stéphane, à partir de quel âge peut-on devenir roi ou reine? Y a-t-il des âges limites pour les braves? Bon, oui, mais le prince Charles, va-t-il devenir un jour en Espagne, roi? par exemple, le grand-père du roi actuel est monté sur le trône, il était tout petit, parce qu'il y a un système de régence. Ce qui fait que c'est la mère, par exemple, qui veille au grain, comme le disait Ophélie très justement, en attendant. Mais c'est la situation un peu terrible des princes héritiers, c'est qu'ils n'existent que le jour où ils ont tué, enfin, si je puis dire, entre guillemets, papa ou maman, c'est-à-dire qu'ils attendent que leurs parents veuillent bien mourir pour prendre leur place. Heureusement, maintenant, on a fait l'abdication, c'est quelque chose qui rend les choses peut-être plus faciles, en tout cas. Stéphane, on va changer de secteur vers des choses un peu plus rigolotes. Vous allez nous parler d'une artiste que vous aimez, je crois, Ophélie, Jodie Foster. Bah, rigolote, Alexandra, vous y allez vite. Il se trouve qu'à Hollywood, il y a quand même peu d'actrices futures mamans, et on les compte sur les doigts d'une main, parce qu'on connaissait Catherine Oxenberg, qui avait fait un bébé toute seule, et puis voici maintenant que Jodie Foster qui cultive toujours son aura de mystère, et bien elle continue, elle a décidé de faire un enfant sans donner le nom du père. Alors je vous propose de regarder tout de suite l'itinéraire de cette actrice formidable, mais discrète et timide. Aux États-Unis, un épais mystère entoure la... Génial, Jodie Foster. Qu'est-ce que vous pensez des mères célibataires, du fait de faire un enfant toute seule? Je trouve pas ça je trouve ça un peu égoïste par rapport à l'enfant.
Mais en même temps, il y a certaines femmes qui n'ont pas le choix et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais par rapport au métier, on a toujours l'impression d'être trompé par les hommes. On a du mal à donner sa confiance, donc c'est peut-être aussi une solution. Mais c'est pas très équilibrant pour l'enfant, je pense. Ah, c'est évident. C'est une décision très, très égoïste. Ophélie, maman, vous y pensez? Ah, j'en rêve, ouais. J'adorerais. Mais bon, il faut que je trouve le temps. Et puis aussi, je vais avoir une situation bien en place pour pas que mes enfants souffrent de quoi que ce soit. Donc, je vais encore travailler et puis prendre le temps de le faire. Alors bon, c'était un secret de Polichinelle. C'est vrai que vous êtes avec un autre artiste de talent, MC Solar. On l'a bien compris, le baiser de Cannes, c'était pas du tout calculé. Par contre, avant, il y a eu une longue période de cache-cache. C'était un choix mutuel? C'était pas vraiment un cache-cache, c'est que ça regarde personne, la vie privée des... On donne tellement tout aux gens, au public, tout le temps, 95% de notre vie, c'est ça. Donc on essaie de se garder une petite marge quand même à nous que personne ne connaisse. Et puis bon, il y a un moment, c'est fatal, on peut plus lutter, on est constamment ensemble, on n'arrête pas de se faire Vous pensez pas que le mystère, justement, engendre encore plus de curiosité et qu'une bonne séance de photos contrôlée peut bloquer tout ça? C'est pas... Moi, j'ai pas de respect pour les artistes qui vendent leur vie privée, qui font des mariages sponsorisés par des magazines et pour payer le mariage. Et je trouve pas ça classe, c'est pas beau. Donc je préférais le garder. Maintenant, ça y est, c'est clair, c'est dit. Mais alors, avec vos vies trépidantes, toutes les deux, c'est un véritable planning pour se voir. Ah, c'est très dur, ouais. Il y a de l'aquaplanning. Il y a beaucoup d'aquaplanning entre nous, mais on y arrive. En tous les cas, il y a une autre très grande comédienne qui, elle aussi, est très discrète sur sa vie privée. Mais pourtant, elle a accepté d'ouvrir son cœur à célébrité. Virginie Ledoux est allée au Maroc pour découvrir son univers. C'est Mireille d'Arc. Henri-Jean, vous avez bien quelque chose à rajouter sur la charmante Mireille d'Arc? Mireille d'Arc, elle a été une femme étonnante dans un film donc, qui s'appelle Galia, où elle s'est imposée contre les producteurs qui ne la voulaient pas, où le film a failli être interdit par la censure, il a été finalement banni au moins de 18 ans. Elle jouait, avant mai 68, une femme qui était libre dans son esprit, dans sa tête. Elle prenait des mecs, comme on peut les prendre et les jeter, et elle ne les gardait pas. Et elle avait une vie de femme féministe, libre, comme ça. Alors maintenant, ça paraît quelque chose. Maintenant, quand on voit de ça, on dit, c'est du pipi de chat, ce film-là, c'est pas grand-chose. Mais en fait, à l'époque, ça avait une importance sociologique phénoménale, parce qu'on voyait une femme qui osait assumer ses désirs à l'écran, comme Mademoiselle Winter ose les assumer sur les marches du Festival de Cannes, et qui, à la face entière du monde, disait « je couche avec qui me plaît, je fais ce que je veux, j'aime et je désire qui je veux ». Et à l'époque, c'était hallucinant de faire ce genre de choses. On ne sait pas qu'elle a une importance si capitale dans le bouleversement des mœurs. Si Ophélie peut faire certaines choses qu'elle fait maintenant, sortir seule le soir ou danser pieds nus, c'est parce que Mireille d'Arc existait avant et t'a permis de le faire. Merci Mireille. Voilà. Est-ce que votre carrière passe avant tout? Non, plus maintenant. Avant, oui. Justement, le fait d'être partie 3 mois à Los Angeles, ça m'a fait une thérapie. J'ai eu le temps de me retrouver, de cogiter un petit peu. Et j'ai plus du tout envie de laisser passer mon métier avant ma vie, parce que je me suis retrouvée à avoir un ulcère à l'estomac à matin, à être fatiguée, à perdre 5 kilos, à plus être normale. Donc maintenant, j'ai décidé de faire mon métier à des heures normales. Et puis quand j'ai décidé d'entrer chez moi, de faire comme tout le monde, prendre un bain, manger, ben, je le fais et je me repose et je regarde le film du dimanche. Et puis, enfin bon, des trucs un peu plus, entre parenthèses, humains, quoi. Et ça va beaucoup mieux. Bah, tant mieux. Stéphane, vous voulez nous parler cinéma? Mais oui, parce que vous savez que le 12 août prochain sortira en France le nouveau film d'Eddie Murphy, le comique américain numéro 1. Son film s'appelle Dr. Dolittle, dans lequel ce comique a le pouvoir de faire parler les animaux. Alors c'est déroutant, désopilant, c'est assez étonnant. Alors nous vous proposons de quitter la scène maintenant, d'entrer avec nous dans les coulisses et de découvrir tous les secrets du tournage. C'est un reportage signé Guillaume Thébault. Une première pause, regardez ce qui vous attend, à tout de suite. Célébrité vous présente en effet région par région les lieux de vacances des gens connus. Que font les célébrités quand elles ne travaillent pas? Où pourrez-vous les voir? Quels sont les lieux à la mode et ceux qui ne le sont plus? Célébrité vous entraîne dans les coulisses d'une séance photo très déshabillée. C'est en été que l'on prépare les calendriers de l'hiver avec des filles pleines de charme qui nous viennent de l'Est. Et puis Eddie Murphy revient pour nous parler de sa vie, nous présenter sa femme et ses enfants. A tout de suite. Retour sur le plateau de célébrité avec Ophélie Winter. Henri-Jean Servat, Stéphane Bern. Ophélie, vous avez débuté au cinéma avec Lelouch et Bernard Tapie. Là, vous êtes au 4e film avec Jean-Marc Barr. Vous étiez fan du Grand Bleu? Ah oui, je l'ai regardé 15 fois. J'ai eu la bande originale dans les oreilles pendant 3 ans. Vous étiez amoureuse de Jean-Marc Barr? J'étais assez envoûtée par Jean-Marc au moment où il sort de la glace, spécialement la première apparition, on le voit, c'est...
c'est un souvenir assez impérissable. Alors on dit que grâce à votre caractère, vous avez réussi à imposer pas mal de changements sur ce film. Quelle est votre touche personnelle? En fait, ça a été un peu déformé. C'est vrai que j'ai beaucoup participé au film, mais c'est pas parce que j'ai voulu, en décidant, en fouettant les gens et en étant autoritaire, mais on m'a proposé vraiment, j'ai une productrice géniale qui m'a proposé plein de choses et j'ai eu le droit de choisir, donc ça a été fabuleux. On m'a demandé, j'ai eu un scénario d'abord qui devait se passer à Toulouse. J'ai trouvé que l'histoire n'avait pas vraiment de sens à Toulouse par rapport à la scène homosexuelle. Il n'y en a pas vraiment, enfin, à ce que je sache. À Toulouse, il n'y a pas de réputation énorme. Je pensais qu'à Los Angeles et San Francisco, c'était plus les endroits appropriés. Et puis j'ai eu le choix sur le comédien masculin. Et quand on m'a dit Jean-Marc Barr, j'étais bien sûr à fond Jean-Marc Barr. Et ça a été vraiment bien. Pendant tout le tournage, j'ai eu le droit de proposer plein de choses. J'ai travaillé en collaboration avec le metteur en scène, avec tous les autres acteurs. On était on avait vraiment envie que le film avance ensemble, qu'on a tous apporté la pierre à l'édifice. On regarde un extrait du film Folden de Jérôme Cornuau avec Jean-Marc Barr et Ophélie Winter. Lisa, mais reste là. Tu me lâches, jure. Vas-y. Fuck you. Lisa, les mecs, elle veut plus entendre parler, c'est clair? Elle veut un PD, point barre. Elle est allergique comme est dans ton genre, là. Hein? J'ai trouvé quelqu'un pour habiter chez toi. Tu le sors d'où? C'est un très bon copain de Victor. Tu me vois en train de jouer les grandes folles. Il est complètement PD, figure-toi. Il est PD. Et toi gentil et pas discret. C'est exactement ce qu'il te faut. Ben voilà. Voilà exactement ce qu'il faut pas faire. La cigarette, c'est très important. Ouais. Marc Beaulieu. Encore une de tes idées à la con, cours à la cata. J'imaginais pas comme ça. Oh que c'est bête, Lisa n'est pas là. Mais avec Marc, excuse-moi, ça passe pas vraiment inaperçu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le fait très bien. C'est la grande Zaza, hein? Gilles Gay. Touche-le-moi, touche-le-moi. Laisse-le-moi. Tout est fini entre nous. Fini. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Tu serais pas en train de virer au mot, toi? Je lui dis la vérité. Ah non. Ça, je supporterai pas d'avoir été blousé comme ça. Faut rien changer du tout. T'es actif, passif, les deux? Alors cette fois-ci, Je veux dire que la productrice, c'est Lise Fayol, qui avait une maison à Malibu pendant très longtemps. Et c'est une amie à moi, là. Pourquoi on peut... une amie d'Henri-Jean, donc vous Non, mais comprenez. elle était formidable, Lise. Ah ou pas? oui, elle est extraordinaire. Alors cette fois-ci, vous êtes la tête d'affiche, c'est un film plutôt drôle. Vous vous êtes amusé sur le tournage? Ah oui, mais je pense que ça se voit. Ouais. À chaque fois que je regarde le film, moi en plus, je me rappelle des choses qui sont passées entre les scènes, donc ça me fait sourire à chaque fois. Mais je pense qu'il y a une bonne humeur, un rythme, une gaieté qui se ressent parce qu'on s'est vraiment amusé. Vous êtes plutôt une chahuteuse, une rigolote? Bah, au début, j'arrive toujours un peu en rasant les câbles, un petit peu discrète, un peu timide, et puis au bout de 2-3 jours, c'est parti, et ça dure 2 mois. Et sur le travail, vous êtes facile à vivre? Bah oui. Ouais. Quels sont les comédiens, les grands réalisateurs avec qui vous aimeriez travailler le plus? Réalisateurs, il y en a beaucoup. Le rêve ultime, c'est Tarantino, John Woo, Besson, enfin je sais pas. Des gens qui ont vraiment un rythme dans le travail. Et au niveau moderne. des comédiens? Comédien, je sais pas, parce que je suis pas groupie, j'arrive pas vraiment à avoir de... Je pense que c'est des rencontres qui se font comme ça sur des projets de films, et il faut pas non plus avoir des idées préconçues, des rêves déjà tout faits, parce que c'est pas toujours évident. Non. Stéphane, vous allez nous reparler, puisque vous êtes fan apparemment d'Eddie Murphy. On a vu tout à l'heure, on a donc présenté les coulisses du prochain film d'Eddie Murphy, mais en tout cas, au genre de maintenant, Guillaume Thébault a voulu en savoir plus, c'est-à-dire aller derrière le miroir et pour Célébrité, nous livrer un portrait un peu plus intimiste du personnage d'Eddie Murphy. Regardez. Ma mère a plusieurs de mes récompenses. Commandé un album en Amérique, chez Elektra, qui est un Time Warner, et c'était un rêve que j'avais avant, et maintenant que c'est fait, bah, c'est moins magique. Je l'ai fait, je suis allée en studio, c'est devenu du travail, alors qu'avant c'était vraiment un truc tellement inaccessible que j'en rêvais. Alors vous faites de plus en plus d'allers-retours avec Los Angeles. Est-ce que vous aimeriez y vivre davantage? Non, je suis bien à Paris en fait. Vous êtes bien? C'est bien, Los Angeles, il fait beau quand on arrive, ça fait un petit peu, ça fait du bien, quoi. On est tous souriants, il y a le soleil, tout ça, mais la France, ça manque. Moi, j'ai vu pendant 3 mois le tournage, je rêvais que d'un truc, c'est de rentrer à Paris, manger du saucisson et boire du vin rouge et me balader dans Paris la nuit. Donc c'est vraiment ici que je me sens bien. Est-ce que c'est vrai que là-bas, le charme de la française marche très fort sur les Américains? Ah oui, les Frenchies, comme ils les appellent, c'est très « Ah, les French, wow !» Il y a une image romantique. Ouais, c'est tout de suite, on se fait beaucoup plus aborder. Dès qu'on est français, ça devient mythique. Vacances au programme, Ophélie? Vacances au programme, et comme ça change tout le temps, peut-être qu'elles vont partir
dans le vent, donc je ne sais pas du tout. Si j'en ai, je ne sais pas où je vais les passer du tout. En tous les cas, c'est vrai que l'heure des vacances a sonné. Si vous aimez les stars, vous allez être comblés. Voici les endroits où vos stars préférées vont passer leurs vacances cette année. Avec un peu de chance, vous pourrez les rencontrer. Alors n'oubliez pas, prenez des notes. C'est une enquête de Virginie Ledoux. À prendre des vacances d'une façon un peu normale ou pas du tout? Bah, les vacances, c'est un petit peu dur parce que comme je suis quelqu'un de travailleur, ambitieux et tout, dès qu'on me dit bah, là t'as 2 semaines, tu préfères partir à Ouagadougou ou préparer ta tournée, bah, je prépare ma tournée, donc forcément je m'efface à chaque fois mes vacances moi-même et je me retrouve à être au bout de 3 ans sans être partie. Mais vous pouvez toujours vous balader dans la rue normalement? Le truc c'est qu'on me pose souvent cette question-là, mais les gens qui mettent des lunettes noires pour marcher dans la rue, c'est normal qu'on leur pose des... Avec un bombers rouge, c'est normal. C'est normal et qu'ils marchent genre c'est pas moi, c'est pas moi. C'est un peu normal qu'on les embête et qu'on vienne leur parler. Alors que quand on est normal, moi je suis en basket, en jogging, cool, pas maquillée, les gens nous voient et puis se disent bah, c'est normal, et elle vit. C'est des gens, on est humains quoi. Mais si on se fait tout un espèce de jeu autour de soi, qu'on se bat avec des gardes du corps, habillés, lunettes, machin. Moi, je vais pas vivre comme ça. Je vais être normale et être comme on est pareil quoi. Je sais pas. Alors les fans sont quand même parfois assez démonstratifs avec vous. Jusqu'où ça a pu aller dans des cas extrêmes? J'ai des choses qui m'ont un peu effrayée. Je pense que du style. Raconté une fois. J'avais fait toute une journée de promotion où j'avais fait genre 4 télés plus une dédicace dans la journée, donc ça tout s'enchaînait. Et puis il y a un garçon qui était un petit peu apparemment dérangé et qui s'est accroché à ma poignée de voiture et qui m'a suivi dans toutes les émissions pendant 8 heures. Et à la dernière émission, il s'est encore accroché à la poignée de voiture, donc j'étais à 2 à l'heure, j'avais peur qu'on l'écrase, il hurlait « Ouvre-moi, je vais me tuer !» et tout. Moi j'étais là, qu'est-ce que je fais? J'ouvre, si j'ouvre, il va peut-être m'égorger. Bon, j'étais avec le portable, j'appelais la police, mais je bloquais la circulation. Et ça m'a vraiment fait peur. Et le garçon ne voulait pas se décrocher. Des gens sont arrivés, d'autres fans qui m'avaient suivi, qui étaient des fans gentils, sont arrivés pour essayer de le décoincer de ma porte. La police et tout, et puis finalement on a réussi à le détacher, mais c'était vraiment la ventouse et j'avais vraiment très très peur. Quoi. Ah non, mais c'est effrayant, c'est évident. On va revenir à votre amie la reine et aux vacances. Hein. Oui. Votre amie la reine. Chez soi en vacances, elle. Oh, en vacances, hein. D'abord, je me signale, Henri Jean elle ne veut pas de vous non plus, elle me l'a fait savoir. Hein. Elle a assez de problèmes avec sa famille. Elle a assez de bêtes noires à l'intérieur même de sa famille pour pas avoir en plus Henri Jean Servat chez elle. Bon, toujours est-il que vous savez que la reine n'a pas le droit de voyager à l'étranger l'été parce que même ses vacances ne lui appartiennent pas. Elle doit répondre à certaines traditions. Elle va à Sandringham et puis à Balmoral en Écosse parce que ces sujets écossais ont aussi le droit de la voir. Donc elle va en Écosse, elle s'installe à Édimbourg, elle fait des garden parties, puis après elle passe quelques jours de vacances. Je ne sais pas comment elle va faire cette année, parce qu'avant elle prenait le Britannia pour aller voir sa maman qui a un château un peu plus haut, près d'Inverness, au château de Mai, mais là il n'y a plus de bateau, puisque cette année on a dû remiser le Britannia. On vous demandera de pousser la galère, Henri Jean. On va pour ça, bien entendu. Mais ce qui est amusant quand même dans cette famille royale, c'est que c'est vrai qu'on va très peu en France. La France a le goût du péché. Alors évidemment, on a tous en mémoire la dernière été de Diana à Paris, mais aussi Sarah Ferguson, vous vous souvenez, ça s'est passé en plein été. Sarah Ferguson était venue sur la Côte d'Azur, on l'avait surprise, les paparazzi l'avaient surprise en train de se faire sucer l'orteil par son conseiller financier au bord de la piscine. Ça parle dans tous les sens, cette émission. Sucer l'orteil. Mais oui, lui sucer l'orteil au bord de la piscine. Les photos étaient arrivées évidemment dans la presse tabloïde britannique. La reine, dans son petit déjeuner, avait vu les journaux à Balmoral. Évidemment, ça lui avait gâché sa journée, et même une partie de la semaine, il faut bien le dire. Et en fait, la France, pour la reine d'Angleterre, maintenant, ça a le goût du péché. Elle qui adorait et les chevaux et la gastronomie française, eh bien, elle est obligée de rester chez elle en Angleterre. Mais nous irons tous, n'est-ce pas, à Londres, en Angleterre, voir nos chers Windsor qui nous font nous réservent de nouvelles aventures. Dites-moi, Stéphane, la célébrité, on est comme la reine, nous on adore les bijoux. Puisque vous me parlez de bijoux, chère Alexandra, je vais vous parler de Chopard, parce que Chopard, c'est eux qui ont fait la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Eh bien, Olivier Lara, qui est allé à Genève, chez Caroline Chefeleux, qui est la vice-présidente de Chopard, et son mari, Fawaz Greuzy, c'est le grand joaillier qui a inventé les diamants noirs. C'est superbe, regardez. Partenaire officiel du Festival de Cannes, il crée la Nouvelle Palme et prête des bijoux aux plus grandes stars du cinéma et de la mode. On a l'air très très riche là, hein, on a beaucoup de millions. Derrière cette marque, il y a une famille très connue dans le monde de la finance. C'est la famille Chefeleux qui ouvre ses portes à célébrités. Voici
Voici Caroline, la fille, et son mari, Fawaz, qui vivent dans un véritable écrin au bord du lac Léman, dans une magnifique demeure meublée 17e dont Caroline aime à s'occuper. J'attache énormément de l'importance à la décoration de la maison, surtout des fleurs. J'ai toujours besoin de fleurs autour de moi. Si nous sommes dans notre pièce un peu peut-être préférée, au moins ce qu'on utilise le plus, c'est les salons de fleurs, parce qu'il y a plein de fleurs sur les murs. Et on reçoit ici nos amis, on se voit ici après le bureau avec nos journal. Une semaine avec ma belle-sœur Caroline pour essayer de battre nos hommes l'année prochaine lors de la Mille Emilia qui aura lieu en... Fawaz a créé pour Chopard et pour lui-même. Hormis les bijoux, qu'est-ce que vous achetez pour vous faire plaisir? Je suis pas très dépensière, justement. J'en parlais avec ma mère hier. J'ai pas de goût de luxe. Je me suis offert une chose depuis que j'ai gagné un peu d'argent. C'est une voiture que j'ai achetée à crédit à l'époque, une Mercedes. Je pense maintenant avoir fini mon crédit. Mais c'est vraiment le seul truc que je me sois offert. J'ai pas de goût de luxe, quoi. À la limite, que les bijoux, et j'ai la chance qu'on m'en prête ou qu'on me les offre souvent, donc ça va. Vous en avez de la chance. Henri Jean, à Hollywood, il y a beaucoup de stars qui ont des bijoux oui, fétiches. Oui. Alors, je vais vous dire que puisque M. Berne parlait de famille charismatique que personne ne veut inviter à dîner, puisque vous parlez de bijoux et de choses, moi j'ai quelque chose de tout à fait beau là. Il y a un souvenir qui a été racheté par un fabricant de prêt-à-porter, un créateur de prêt-à-porter qui s'appelle Gérard Darel, vous savez, qui est le véritable collier de Jackie Kennedy. Et c'est un collier qu'elle avait, alors voilà le fameux collier, ce sont des perles de verre qui ont été faites à la main et avec c'était fait travailler avec un chalumeau. Et alors c'est un collier qui est donc là, tu vois, donc, qui a été acheté dans la fameuse vente aux enchères de Jackie Kennedy, 500 000 francs. Et c'est un collier qui... Les Kennedy y tiennent à cette affaire parce que il tenait... Comme ça, voilà. Tu veux pas que ça se casse? Tu veux que je le prenne moi? Voilà, bah tiens, regarde-le si tu veux, et puis après on peut passer à Alexandra. Et alors ce qu'il y a, c'est un collier porte-bonheur, parce que c'est le fameux collier que Jackie l'a acheté quand elle était mariée à Kennedy. Elle l'a acheté à Paris, et on n'arrive pas à savoir dans quelle boutique elle l'a acheté, chez qui elle l'a acheté, mais il a une valeur sentimentale maintenant, mais à l'époque c'était pas quelque chose d'un tarif prohibitif et forcené. Quelque chose de cher. Et c'était quelque chose de porte-bonheur, parce que toute la campagne qu'a faite Kennedy, tu sais, on voit tous les films, on voit les photos, elle a toujours ce collier, donc ce collier qui sont donc des perles de verre à la main comme ça autour du cou. Et toute la campagne, elle l'avait quand elle est assise à l'arrière de la voiture, quand ils descendent de New York pour la ticket de parade, quand elle est avec lui dans les avions, les réunions, les bureaux, l'entrée à la Maison Blanche, elle portait ce collier avec elle. C'est pour ça que la famille y tient, parce que c'est un côté porte-bonheur. Et curieusement, tu sais, si la famille Kennedy n'a pas été épargnée par les malheurs, mais toutes les fois où il y a eu des choses désagréables, elle n'avait pas le collier sur elle. Donc il y a une espèce tu vois, de valeur fétichiste qui est attachée à ça. Et je veux dire autre chose qui était que parmi les belles choses qu'a raconté le fils Kennedy, donc je lui parlais un peu bêtement parce que c'est le 30e anniversaire de la mort de son père, quel souvenir il en a. Il racontait que quand son père était assassiné à Los Angeles, ils sont partis avec sa mère tous en voiture pour récupérer le corps du père à Los Angeles. Ils l'ont ramené en avion jusqu'à Washington. Et ils ont enterré, tu sais, le père à Washington, à côté de John Kennedy, qui avait été assassiné l'année précédente. Et pour ça, ils avaient pris un train spécial. Et Robert Kennedy Jr., qui avait 14 ans à l'époque, et il m'a dit le plus beau souvenir que j'ai, bien sûr, ça c'est un souvenir fabuleux, ce collier. Le souvenir que j'ai, c'est de voir, et je ne veux garder que ça, de ma famille et de mon nom, quand le train allait de Washington à Arlington, il y avait tous les gens, vous savez qu'il a fait pour les droits civiques, pour l'égalité des Noirs, pour que les Noirs ne soient pas dans les bus à l'avant, ils ne soient pas dans les pipis spéciaux, dans les restaurants spéciaux. Le train roulait pas très vite et tous les gens, il y avait des dizaines de millions de gens qui étaient des deux côtés de la voie ferrée, qui enlevaient leur chapeau, qui étaient au garde à vous, il y avait des gens comme ça qui saluaient le cadavre. Et ils voyaient comme les gens vraiment étaient en train émus, ils voyaient des larmes qui coulaient quand les trains passaient comme ça, les gens, et le cercueil allait vers sa destination, Arlington, il y avait la flamme. Et c'est le beau souvenir qu'avaient les enfants Kennedy. Je trouve que c'est beau de raconter ça quand il y a une exposition et quand il y a plein de méchanceté avec les couleurs de race et les couleurs de peau des gens, de voir qu'il y a des gens... C'est une très belle histoire, merci. Nous marquons une deuxième pause de publicité. Attention, messieurs, pour vous, un reportage très torride. Ne manquez ça à aucun prix. À tout de suite. En été sur les plages, les jolies filles se déshabillent, surtout lorsqu'il s'agit de top modèles. Célébrité vous offre une séance de prise de vue avec les plus belles filles d'une grande agence de mannequins. Nous vous racontons pourquoi ces agences vont aujourd'hui recruter leurs modèles dans les pays de l'Est, qui pendant des décennies ont totalement été coupés du monde. Retour sur le plateau de Célébrité avec notre invitée Ophélie Winter. Ophélie, vous croyez au prince charmant? Oui.
Mais il faut se dépêcher, n'est-ce pas Stéphane? Parce que nous avons vu des photos cette semaine. Mais, enfin, on a vu des photos, évidemment. Encore une fois, eh bien, la presse du cœur, comme on l'appelle, a fait les gros titres sur Angie Everhart, qui serait, dit-on, la fiancée potentielle, en tout cas la première à marcher sur les brisées de Grace de Monaco, Grace Kelly, une actrice qui avait épousé, on s'en souvient, en 1956, le prince régnier. Et on prétend qu'Angie Everhart pourrait épouser le prince Albert de Monaco. Alors évidemment, le palais a aussitôt démenti, mais c'était incroyable de voir toutes ces rumeurs autour de ces top modèles et leur lien avec les princes. Alors c'est vrai que Angie Everhart est une magnifique rousse d'origine irlandaise qui a été mannequin, mais surtout une actrice à Hollywood. Et elle a été d'abord 10 ans dans la mode, et puis elle a eu au cinéma les rôles dans Jade, et puis dans Love in Paris, qui était la suite de 9 semaines et demie. Si je dis une bêtise sur le cinéma, Henri-Jean me rectifiera. Elle a eu quelques déceptions amoureuses aussi avec Kevin Costner. Elle a failli épouser Sylvester Stallone, je crois. Et elle s'est mariée finalement en décembre 1996 avec le fils de George Harrison, Ashley. Ils ont divorcé 2-3 mois plus tard. Alors, on a été un peu vite en besogne en disant qu'elle allait épouser le prince Albert de Monaco, mais c'est vrai qu'elle a posé, je crois, aux grandes dames du prince Albert, elle a posé telle une princesse en principauté, avec de superbes bijoux Harry Winston. Elle était là en majesté, en quelque sorte, que tu as un petit peu limite, je trouve. Alors, encore une fois, il faut que je monte sur mon cheval, que je prenne la défense d'Albert de Monaco, et lui dire pour ses 40 ans, il a le droit de choisir la femme qu'il veut, et que c'est pas la presse de cœur de lui dire qu'il doit épouser. Ophélie, si on parlait un peu de la presse, c'est vrai que vous avez été tout de suite aimé du grand public et suscité aussi beaucoup de jalousie. Et vous avez été un peu la victime préférée à une certaine époque d'une certaine presse. Et on a l'impression que maintenant ce phénomène est vraiment résolu. Comment expliquez-vous ce changement radical? Je pense que oui, maintenant ça va, quoi. Au début, on a un phénomène, alors c'est nouveau, il faut tout savoir, tout faire, tout montrer. Et puis, une fois que c'est fait, il n'y a plus rien à dire, quoi. Donc, maintenant, vous avez exercé plusieurs métiers, vous êtes plusieurs fois remis en cause. Est-ce que vous seriez prête à carrément tomber dans le business, comme Inès de la Fressange ou Christophe Lambert, qu'on a reçu récemment? Moi, je suis assez business. Je suis encore une fois partagée avec l'artistique qui me dévore, mais en même temps aussi le business, parce que les deux vont ensemble. Et que, voilà, si on veut être un bon artiste, il faut aussi bien gérer sa carrière. Donc, j'adorerais, je me dis que si un jour on me jette à coups de pied de